Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 146e Citrep sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tous les internautes et bonjour à vous tous Mais et tous ceux qui nous suivent, merci pour votre tous fidélité. les internautes. Mhm. Alors, sans transition, on va parler de la Ligue arabe qui a eu lieu récemment. On en avait parlé déjà un petit peu au précédent Citrep. Maintenant qu'il a eu lieu, on Oui, peut procéder à une analyse rétrospective. Alors, il y avait bien sûr le fait marquant, c'était le retour de la Syrie, donc la présence de Bachar al-Assad en personne en Arabie Saoudite pour ce sommet. Et l'information secondaire qu'on va commenter aussi, et que je vais te demander de commenter, c'est la présence de Zelensky, qui est venu d'ailleurs avec un avion affrété par la France, et qui a essayé de voler la vedette à Bachar. Alors, peux-tu nous dire un petit peu la teneur nous parler de la teneur de ce sommet? alors en fait, effectivement, le président Bachar al-Assad a été accueilli très chaleureusement par tous les chefs d'État qui étaient présents. À cette réunion du sommet de la Ligue arabe. C'était vraiment un accueil très chaleureux de l'ensemble des dirigeants, d'une part, même une très grande félicitation. Tout le monde se félicitait du retour de la Syrie parmi les membres de la Ligue arabe et soulignant quand même que c'est un fait très, très important puisque la Syrie a toujours été le cœur battant de l'arabité politique, que ce retour va être, comment dire, un moyen de remobiliser l'ensemble et ressouder l'ensemble des relations dans un état d'esprit de solidarité et de coopération. Alors, ça, c'est l'accueil chaleureux, effectivement, on peut le dire. On peut dire aussi que le discours du président Bachar al-Assad a été un discours bref, concis, mais plein de sens. C'est un discours qui a appuyé sur les constantes et sur les points de principes nationaux, appuyant aussi sur le nationaux arabe, je dirais, sur les principes et la nécessité d'une coopération de l'ensemble des pays arabes au niveau de l'économie, au niveau de la complémentarité économique et politique, que la Palestine était très importante pour tout le monde et qu'il faut qu'elle reprenne le centre de l'intérêt dans les pays arabes, de la politique étrangère et la politique économique aussi, et que en fait, il est important de se, comment dire, il a fait une allusion qui était très intéressante, que nous coopérons avec l'ensemble des pays et des peuples arabes et que c'est en fait les pays et les peuples ont toujours été du côté de la Syrie, quelles que soient les différentes errations des politiques. C'était vraiment très, très intéressant sur ce plan. En fait, il a parlé quand même de la nécessité de tenir compte, en fait, dans ce monde nouveau, qu'il y ait une présence arabe qui soit agissante dans l'actualité internationale et qui ne soit pas subissante, si on peut dire. Mhm. Donc, c'est un point important aussi sur la nécessité et la volonté de construire un pôle arabe dans ce monde multipolaire nouveau qui se dessine et qui tienne compte des intérêts
des peuples et pas des intérêts des dominateurs. Et puis construire ensemble cette complémentarité qui nous permettra d'être performants sur le plan économique et social, développer nos pays, etc. Donc, c'est un discours qui est plein de sens, plein de programmes, je dirais, qui refuse aussi en même temps les tutelles des uns et des autres, parce qu'il a beaucoup insisté sur le respect et la non-ingérence, le respect de la politique des uns des autres et peut-être des divergences, mais ça n'exclut pas qu'il y ait une coopération dans le sens des intérêts économiques des différents peuples de la région. Il Et n'a pas que prêché. surtout, Pardon. Il n'a pas prêché uniquement pour sa paroisse, entre guillemets, puisqu'il a appelé à la résolution des conflits qui touchent 4 pays, dont bien sûr la Syrie, mais également le Yémen, il a mentionné, et le Soudan. Donc il a vraiment une conscience aiguë des conditions et la nécessaires, Palestine. et la Palestine. Palestine, le Yémen et le Soudan. Absolument, tout à fait. Et Donc, alors, face à cela, donc et donc, la France mange son chapeau. pardon? Face à ce discours, face à cette présence, à ce retour, la France et les États-Unis mangent leur chapeau. Quand on lit la presse française, par exemple Le Monde, pour ne pas les citer, voilà, ils sont vent debout, ils continuent à raconter le même storytelling sur la guerre en Syrie, et c'est toujours les mêmes mensonges qui sont répétés, mais sauf que la France n'apporte rien de nouveau. Elle essaye effectivement de faire quelque chose, puisqu'ils ont amené Zelensky sur un plateau, mais à ce sommet qui était présent comme un cheveu dans la soupe. Malheureusement, la France, comme les pays européens, continue le même mensonge et la même hystérie anti-Bachar al-Assad, en fait. Donc, effectivement, ils ont. Dans les médias, ce sont des attaques hystériques contre le retour de Bachar al-Assad ou le retour des relations avec la Syrie. Avec la Syrie légitime, rappelons-le quand même, hein, qui continue à raconter les mêmes mensonges hein, médiatiques qu'il raconte depuis 2011. On voit, et à cela, comment dire, les affaires étrangères syriennes ont répondu que cette hystérie cette hystérie des médias français et des pouvoirs français ne fait que dénoter cette volonté, d'abord, cette rage d'avoir pas réussi à recoloniser la Syrie comme ils le voudraient, d'une part, et que tout en aidant les terroristes, etc., ils n'ont pas réussi, et qu'il faudra quand même que la politique française ou que les Français se réveillent, que l'État français puisse prendre compte de l'actualité qui se transforme et que le colonialisme est révolu à jamais et qu'il faut qu'ils arrêtent de caresser cette nostalgie de redominer la Syrie et d'autres pays et qu'il faut qu'ils se mettent au fait des réalités et au fait de l'actualité en respectant les peuples et leur souveraineté. Voilà. Donc, réponse très percutante et importante du ministère des Affaires étrangères syrien à toutes ces je dirais, cette hystérie médiatique française. Tout à fait. Médiatique et politique et des grands, malheureusement, des grands responsables politiques français. Moi, pour ma part, je voudrais te dire, et je ne fais que regretter en fait ces positions de la France. Hein. Moi qui vis en France depuis des années, qui suis aussi française et syrienne, je trouve que c'est tout à fait regrettable hein,
que la politique française soit complètement à côté de la plaque, que la France n'existe plus effectivement politiquement qu'à travers comment dire, les diktats américains, en tout, en toutes dans toutes les positions, je dirais, comme par rapport à la Palestine, par rapport à Israël, ce soutien inconditionnel à Israël, ce soutien inconditionnel aussi des terroristes en Syrie, qui a d'ailleurs coûté beaucoup à la France, en fait, en matière d'attentats terroristes à la France, en France. Hein. Ce soutien aussi inconditionnel aux terroristes nazis en Ukraine, aux dépens de la vie des Français et aux dépens comment dire, de C'est- leur confort et Mhm. de leur De économie leur sécurité économique. domestique, hein, Mhm. de leur économie domestique. La France applique les diktats américains en matière comment dire, de sanctions, entre guillemets, d'embargo sur la Syrie et comme sur la Russie, euh, aux dépens des intérêts du peuple français et aux dépens de l'économie française. Donc, elle participe, ce pouvoir en France, hein, il détruit de manière malheureusement systématique, hein, tout ce qui allait bien et tout ce qui va bien en France, de manière à transformer la France en petite force, hein, qui n'est rien que qui est accrochée au pied des États-Unis, qui d'ailleurs la piétine sans arrêt, puisque les États-Unis ne pensent qu'à leurs propres intérêts. La preuve, ils vendent à la France 4 fois plus cher le pétrole et le gaz que le prix des Russes. Donc, en fait, franchement, c'est tout à fait regrettable. Je sais qu'il y a beaucoup de Français, beaucoup de responsables français qui pensent comme ça, mais il est important de faire entendre sa voix et puis œuvrer pour un changement. Mhm. Alors récemment, des responsables israéliens se sont exprimés à propos de la très probable guerre totale à laquelle Israël va devoir faire face, ce sont leurs mots, hein. Et donc ils parlaient de préparer la population israélienne à cette guerre. Donc j'aimerais que tu nous parles des récentes actions et opérations du Hezbollah, puisque le Hezbollah est une des principales forces d'opposition à l'expansion du sionisme. Alors, ce que je voudrais dire, c'est quelque chose de très important. Effectivement, les Israéliens ou l'État de fantoche d'Israël se sent parfaitement menacé et je dirais, c'est vrai parce que par le réveil et par la généralisation, je dirais, des forces de résistance au sein déjà de la Palestine occupée. Depuis l'opération Saif al-Quds il y a 2 ans, l'État fantoche est sur ses gardes, est tellement sur ses gardes qu'il n'arrête pas d'agresser. Il se venge sur les civils, il n'arrête pas d'agresser les civils, il n'arrête pas d'agresser la population palestinienne dans les violations de domicile, dans les arrestations. Il s'abat sur les détenus politiques dans les prisons, il s'abat sur les femmes, les hommes, les enfants. Et depuis, donc, je voudrais rappeler quand même que c'est un État complètement génocidaire qui, depuis le début de cette année jusqu'à maintenant, le nombre d'attaques, de blessés, de morts, etc., est absolument impressionnant. Vraiment dans un climat de complicité totale de tous les pays occidentaux qui se prétendent défenseurs des droits de l'homme, défenseurs des droits civiques, etc., etc.
tout ceci, on en voit transparaître une petite partie et voire une infime partie si on le fait dans la presse mainstream. Mais d'un autre côté, ils sont complices totalement. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit dans les médias, pour la nouvelle, la prochaine réunion de l'ONU, la Palestine était à l'ordre du jour. Hein, et il y a quand même les États-Unis et 13 pays qui s'opposent à ça. Et donc, heureusement quand même que les autres pays ont accepté, tous les autres pays ont accepté que ce soit à l'ordre du jour. On va voir comment se passe en fait la prochaine réunion. Oui, Ça d'un côté. Alors d'un bon, autre on côté, je rappelle hein, que voudrais quand 13, même dire, on rappelle que c'est 13 pays sur environ 200 qui s'y opposent. Donc ça veut dire qu'il y en a quand même ah 180 oui, oui, tout à fait. Tous qui les autres sont pour, voilà. bien sûr, Je le souligne bien juste. sûr. Et puis que ces 13 pays représentent une petite minorité de la population mondiale aussi, il Mhm. faut le dire. Hein, c'est les quelques petits pays européens et l'OTAN, quoi, c'est ça, Mhm. les États-Unis. Un autre point, alors, qui est très important aussi à voir, et ça explique aussi cette rage de la France et des Européens face au retour de la Syrie à la Ligue arabe, c'est que en fait, hein, les trois points dans la grande décision, dans la décision de cette réunion de la Ligue arabe, les trois questions très importantes en plus de celle de la Syrie, c'était la Palestine, le Soudan, le Yémen. Hein. Mhm. Et comme par hasard, les pays occidentaux, voire les pays de l'OTAN, les États-Unis qui sont derrière tout ça, sont très mécontents et sont très mécontents du retour sur la scène mondiale et au centre des intérêts des pays arabes et des pays en général, le retour donc de la Palestine au devant de la scène internationale, alors qu'ils ont essayé de faire des tentatives des pressions folles pour obliger les pays arabes à normaliser, entre guillemets, leurs relations avec l'État d'Israël, à reconnaître l'État d'Israël, à essayer de l'intégrer dans l'économie de la région comme un pays actif dans la région par justement ces mouvements de normalisation qui aujourd'hui sont en échec total. Et ils ont été aussi réduits à un échec total. Et aussi, le deuxième point, c'était aussi ériger l'Iran comme étant un ennemi des pays arabes, hein, alors que ce n'est nullement le cas. Donc là aussi, c'est important de voir que ce sommet consacre le fait que les pays arabes ont décidé aussi de garder des bonnes relations, d'excellentes relations de voisinage et de coopération avec l'Iran, Mhm. et que ceci déplaît profondément aux Occidentaux et déplaît profondément aux Américains. Et les dernières attaques, agressions israéliennes contre la population palestinienne ont montré que la riposte, elle venait non seulement des Palestiniens, mais aussi de l'ensemble des pays de l'axe de la résistance, donc aussi de la Syrie, du Hezbollah, de l'Irak. Même l'Arabie saoudite a été plutôt dans le soutien aux Palestiniens, qui a aussi, dans sa déclaration à la Ligue arabe, déclaré qu'il est important qu'on trouve une solution équitable à la question palestinienne.
et que donc les Palestiniens doivent recouvrer leurs droits. C'est en fait ce renversement de situation qui est provoqué par cette réunion très importante de la Ligue arabe, hein, en présence de la Syrie, qui inquiète énormément effectivement l'État fantoche d'Israël, mais aussi en même temps, faut-il le dire, les manœuvres du Hezbollah aux frontières du Liban, avec une, euh, une simulation pratiquement réelle, je dirais, d'une guerre au niveau avec l'ennemi, mais du corps à corps, et puis une incursion, voire territoriale, et donc non plus par des missiles, etc. Ce qui a été aussi interprété comme étant une volonté de retrouver aux Palestiniens, de retrouver leur terre, de retrouver leur maison, et puis de revenir chez eux. Ça, c'est quelque chose de très important, d'où la panique, effectivement. Les déclarations des responsables de l'occupation ont commencé par dire oui, mais en fait, on n'a pas vu les missiles Hezbollah dans ces manœuvres, hein. Ils veulent comment dire, nous montrer une grosse surprise encore, etc. Et en fait, effectivement, c'est là où, effectivement, en plus de la faiblesse, je dirais, et de division cruciale au sein de cet État fantoche israélien, s'ajoute à ça, effectivement, cette peur de la riposte palestinienne et de la riposte de l'ensemble des pays de l'axe de la résistance. C'est ajouté au fait que leurs propres responsables n'arrêtent pas de dire que de toute façon, Netanyahou est en train de nous mener à une guerre dans laquelle on n'est absolument pas prêt, on ne peut pas faire le poids, il faut arrêter de... Netanyahou est en train de jouer la présence et la vie de l'État d'Israël contre son propre pouvoir. Tout ça pour rester au pouvoir, pour fuir la prison, puisque de toute façon, il faut rappeler quand même qu'il est, Il est poursuivi. qu'il est, qu'il est poursuivi et que aujourd'hui, c'est parce qu'il est ministre des Affaires étrangères qu'il est immunisé et que comment dire que la justice tolère sa liberté. Voilà. Excuse-moi, tu parles de Netanyahou? Je parle de Netanyahou. Parce Oui, la tu as dit justice. ministre des Affaires étrangères, mais il est Premier ministre. Oui, oui, il est Premier ministre, c'est ça. Oui, oui, d'accord. J'ai dit Premier ministre, non? Ministre des Affaires étrangères, mais je pense que tout le monde avait compris. Ah oui, oui, non, mais c'est pas en C'est pour tant ça que que Premier je me ministre. permettais de reprendre. Merci, Je t'en prie. merci de corriger. Oui, je pensais que c'était. Je t'en prie. Mm. Très bien. Eh bien, il y a également la construction à Jérusalem d'un pont suspendu dont tu me parlais en préparant cette Ah oui, interview. alors, À quoi sert où va ce pont? À quoi sert-il? je dirais que les agressions israéliennes continuent, mais de manière absolument abjecte, aussi de manière provocatrice contre les Palestiniens. Encore hier, il y a eu 4 invasions dans la ville de Riha, dans la ville de Naplouse, dans d'autres villes, et même dans la ville de Jérusalem. Et là, ils ont étalé un pont suspendu qui va en fait directement à la ville de Selwan, en fait, qu'ils veulent arracher aux Palestiniens, en fait. Donc,
c'est encore une provocation. Je dirais plus que ça, c'est une volonté de mettre la main sur toutes les terres palestiniennes, sur tous les quartiers palestiniens, sur toutes les maisons palestiniennes, les poussant à l'exode, les poussant à partir au prix de grandes exactions commises contre leur personne, leurs enfants, leur ville et leur vie, tout simplement, en fait. Hein. Donc, il faut rappeler quand même qu'il y a tous les matins 3, 4, 5, 6 Palestiniens qui sont tués dans les différentes parties de la Palestine occupée, et que face à cela aussi, il y a effectivement une unité qui se construit de plus en plus et qui se tisse entre les différentes parties de la Palestine, que les Israéliens ont voulu toujours diviser entre les parties A, les parties B, les parties qui ont été colonisées en 48, les parties qui sont colonisées en 67, les parties, etc., etc. En fait, tout ça maintenant, il y a une évolution dans la conscience du peuple palestinien, des jeunes Palestiniens, qui se donnent la main pour vraiment tous aller pour la libération de leur patrie, la libération de leur pays. C'est quand même, il faut rappeler que c'est le dernier pays dans le monde où il y a une occupation, une colonisation, et que tout ça, ça devrait être révolu au XXIe siècle, et qu'il est temps, effectivement, que les Palestiniens reviennent chez eux et que la colonisation israélienne cesse et que les Israéliens puissent retourner aussi dans leur pays d'origine, qui viennent du monde entier et qui ont créé, en fait, qui ont agressé et provoqué l'exode des Palestiniens par des mouvements terroristes qui sont, on l'avait dit la dernière fois, Irgun, Haganah et Shtern, dont les responsables politiques actuels ont été les dirigeants. Je vous rappelle quand même que Ben Gurion, etc., ont été les dirigeants de ces mouvements terroristes. Mouvements terroristes. Pour corroborer ce que tu disais par rapport à l'unité dans la résistance palestinienne, je rappelle juste ce dont on avait parlé il y a un peu moins d'un an, c'était le retour du Hamas vers la Syrie, vers le gouvernement de Bachar al-Assad. C'était un moment, je pense, important justement dans l'unité de la résistance palestinienne. En fait, c'était aussi un moment important dans le retour, je dirais, à l'axe de la résistance ou au front de la résistance, puisque Hamas s'était détaché tout seul et puis avait même été dévoyé contre la Syrie par les frères musulmans. Et ils ont participé justement à la destruction de la Syrie. Le fait qu'ils soient revenus à la Syrie et qu'ils aient reconnu leurs erreurs, ça veut dire aussi qu'ils reviennent à l'axe de la résistance, et ça permet aussi une plus grande force de l'axe de la résistance. Vous savez, il y avait toujours une volonté de dresser des partis contre les autres, comme les États-Unis se sont appliqués à dresser les Saoudiens contre les Iraniens, par exemple, et les pays du Golfe contre les Iraniens, alors que ce sont des pays de la région. Il n'y avait jamais eu de volonté d'agression de la part de l'Iran, mais ça a été simulé, ça a été monté comme ça, en pointe, et tout ceci pour diviser davantage les pays et les peuples de la région. Bon, maintenant, là, on arrive à un moment où toutes ces forces du Moyen-Orient, des forces arabes aussi, au moins sont revenus à leurs intérêts, je dirais, économiques et politiques, et ont accepté qu'il n'y ait pas une identité de position politique en tout. Donc, sur les questions principales, c'est important. Sur la question de la sécurité régionale, c'est important. Mais sur les autres questions, chacun respecte aussi
les positions des autres et ses relations. Mhm. Alors, on va parler maintenant du G7 à Hiroshima. Mm. Donc les pays, les G7, hein, ce sont les pays, on peut dire, les États-Unis et six vassaux, dont le Japon et dont la France. Et donc ce G7 a été notamment critiqué, ou en tout cas un petit peu moqué par certains grands quotidiens américains qui parlaient de l'impopularité de ces présidents au sein de leur population. Et eux-mêmes se seraient plaints, hein, ça a été rapporté, ces présidents se seraient plaints d'être peu soutenus par leurs concitoyens. C'est leur vision des choses. Est-ce que tu peux nous commenter un petit peu ce G7? Alors, ce G7 qui a eu lieu en même temps, ou voire peu de temps après, si, en même temps que la réunion de la Ligue arabe, et pour laquelle Macron a trimballé Zelensky avec un avion français, comment dire, présidentiel, s'il vous plaît, Donc aux frais du et contribuable. privé, oui, c'est nos impôts aussi. Et puis, donc, il a été trimballé effectivement au sommet arabe, là, d'abord, et puis après au G7, au Japon. Ce qui a fait dire d'ailleurs C'était sur le chemin. ce qui a fait dire d'ailleurs à un humoriste de France Inter qu'il avait titré sa chronique humoristique en disant le cirque Zelensky bientôt près de chez vous, parce que c'est vrai qu'il est partout, Eurovision, etc. Enfin, on le voit partout. Oui, ah ben, il avait bien raison, le cirque Zelensky bientôt près de chez vous. Mais alors, moi, je voudrais quand même qu'on s'arrête un petit peu sur ce fait, la réunion du G7 à Hiroshima. D'abord, hein, Hiroshima, c'est une ville qui a été bombardée par une bombe nucléaire américaine, où en quelques secondes, des milliers, des dizaines, voire centaines de milliers de personnes ont dépéri en quelques secondes. Donc, c'est une très grande blessure pour le peuple japonais. Et je trouve que c'est absolument abject que cette réunion des agresseurs se retrouve sur ce même lieu de Hiroshima qui dit au monde, en fait, hein, ben, écoutez, on marche sur vos cadavres et nous imposons notre ordre. C'est vraiment un message qui est absolument abject et qui ne dénote que le mépris des peuples, le mépris de la vie et le mépris de tout ce qui est humain, je dirais. Ça d'une part. D'autre part, encore plus abject, l'attitude du gouvernement japonais qui abrite ce sommet et qui fait partie de de G7 et qui accepte bouche cousue de ne pas parler de ses victimes et de ne pas parler de cette ville qui a été ruinée et qui continue à subir jusqu'à aujourd'hui les effets du bombardement nucléaire. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui naissent complètement déformés, difformes, etc., handicapés, suite à ce nucléaire américain cette bombe nucléaire américaine qu'ils ont balancée, et qui en plus communie avec ces gens-là, avec ses propres agresseurs. Troisième point, en fait, que sur ce sommet, on puisse accepter une marionnette comme Zelensky, c'est aussi un message et qui demande au peuple vraiment d'accepter comment dire, ses serviteurs et ses marionnettes et d'avoir à leur tête des marionnettes qui se soumettent aux Américains et qui se font piétiner et faire piétiner leur peuple. Or, il est certain que les peuples vomissent ce type de relation. Et aujourd'hui, les peuples partout dans le monde aspirent à une indépendance et à une souveraineté, quels que soient les problèmes qu'ils peuvent avoir avec leurs propres dirigeants, mais ils refusent toute ingérence. Et d'ailleurs, à ce titre-là, le 25 mai,
il y a deux événements importants, qui est le jour de l'Afrique, là, le jour de la et pour lequel le président Poutine comment dire, a félicité l'Union africaine pour ce jour de l'Afrique qui est le 25 mai. Mhm. Et aussi, le 25 mai, c'est le jour d'indépendance et puis de la libération du Sud-Liban, aussi des Israéliens. Et là, on ne peut que saluer. Et d'ailleurs, un président Poutine comme les Chinois salue effectivement l'Afrique qui devient de plus en plus, qui va de plus en plus dans le sens de son indépendance et de sa, comment dire, de sa sortie de la domination américaine, puisqu'ils ont refusé d'appliquer les sanctions, les dites sanctions américaines imposées à la Russie par les États-Unis, et que et aussi qui nouent des relations importantes avec la Chine sur le plan économique, sur le plan du développement. La Chine qui fait aussi énormément de projets de développement en Afrique. Là, comme ça, on va voir en quoi aussi le Soudan, pays arabe et africain, en quoi il est visé et pourquoi aujourd'hui c'est cette guerre qui a éclaté du jour au lendemain. Mhm. Alors, avant de parler justement du Soudan, j'aimerais qu'on parle un petit peu du conflit en Ukraine. Et je voudrais signaler l'explosion suite à un bombardement russe d'un dépôt de munitions en Ukraine. Quelque chose dont on a très peu parlé dans les médias occidentaux, sauf pour dire que non, 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 vous inquiétez pas. En réalité, il semblerait que des munitions à uranium appauvri se trouvaient, donc livrées par l'Occident et notamment par les Britanniques pour ne pas les nommer, à l'Ukraine. C'est des missiles qui peuvent percer des chars grâce au fait qu'ils sont à l'uranium appauvri. Ils peuvent percer le blindage de chars. Et donc, d'après certains analystes, il y aurait eu un nuage radioactif qui se serait dégagé de cette explosion. Et effectivement, dans les médias occidentaux, on n'en a pas parlé, sauf pour dire non, non, il n'y a pas de nuage radioactif, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vais mettre le lien de l'article qui en parle sous cet article. Et également ce dont tu me parlais en préparant cette interview, une rencontre euh, qui, a, qui a trait à la coopération russo-chinoise qui s'est déroulée récemment. Est-ce que tu peux nous commenter ce dernier fait, s'il te plaît? Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, au niveau de l'Ukraine, il y a eu quand même des attaques terroristes ukrainiennes à l'intérieur de la Russie, hein, il faut dire. À Et Belgorod. ça a voilà, Belgorod, ce sont des véritables provocations. Bien sûr, ils ont été déjoués par les services russes, mais c'est quand même une volonté euh, des, euh, de Zelensky, mais pas seulement l'Ukraine, c'est tous les Américains derrière. On sait que c'est une guerre entre l'OTAN et la Russie, donc l'OTAN, et c'est aussi les États-Unis. L'OTAN, c'est l'instrument militaire des États-Unis qui contient malheureusement les pays européens et qui sont consentants et qui partent à l'abattoir en étant consentants. C'est ça que je Mhm. trouve absolument incroyable. Et que d'un autre côté, donc, il y a eu des attaques avec des drones aussi à Belgorod, et Kiev dit non, c'est pas nous, etc. Mais en fait, tout ceci montre qu'il y a une volonté de provocation systématique des Américains envers la Russie de manière à aller provoquer une guerre nucléaire. Les déclarations, l'événement dont tu as parlé concernant les nuages nucléaires, je voudrais rappeler quand même que les Britanniques, à plusieurs reprises, ont affirmé qu'il fallait effectivement donner des munitions qui contiennent des produits nucléaires à Kiev, hein, et à Zelensky et ses sbires nazis.
et qu'il fallait absolument les utiliser et que ça peut avoir un effet dissuasif, hein. De toute façon, la Russie était au courant. Ça a été dénoncé à plusieurs reprises par le ministère des Affaires étrangères russe, hein. Les alertes ont été montées, mais effectivement, les médias occidentaux continuent à soutenir Zelensky et continuent à soutenir cette guerre, comme s'il n'y avait pas de peuple en Europe et comme si l'Europe n'était pas menacée non plus quand il y a des nuages nucléaires. Donc, du côté de la Russie, ça ne touchera pas les populations européennes et ça ne touchera pas l'Europe, etc. Donc, le même état criminel, le même état d'esprit, je dirais, criminel de Hiroshima continue. Et Mhm. c'est aussi cette symbolique, hein, de réunir le G7 à Hiroshima, c'est aussi à nouveau affirmer son choix du nucléaire pour résoudre les problèmes qu'on ne peut pas résoudre autrement. Mhm. Et ça n'a jamais été dénoncé, en fait, dans ce congrès, dans cette réunion, mais la symbolique, elle est très importante. Mhm. Donc, ça, c'est aussi une adhésion nucléaire pour résoudre les problèmes, alors qu'ils sont dans le refus total de toute négociation, de toute discussion. D'ailleurs, les États-Unis aussi continuent à dire là que c'est trop tôt pour des discussions, pour des négociations. Je voudrais rappeler quand même que la Chine a fait une proposition d'un plan De de paix. paix, Mhm. voilà, avec l'Ukraine en 12 points, que dans un premier temps, l'Ukraine a dit OK, on va l'étudier, et que très vite, sous pression américaine, ils ont dit non, 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 il est hors de question, etc. Et donc, voilà, ça c'était aussi très, très important, et c'est important de se le rappeler parce qu'il y a des choses qui se font et qu'on a tendance à oublier, et on finit par se perdre dans les détails des faits sans pouvoir les relier entre elles. Alors, il nous reste une vingtaine de minutes. Avant qu'on parle du Soudan, j'aimerais qu'on parle un peu plus en profondeur de ce qu'on vient d'évoquer, donc la guerre en Ukraine, Mhm, à travers donc mhm, cette rencontre russo-chinoise qui concernait la coopération entre les deux pays, à travers l'information que tu m'as livrée en préparant cette interview, un S-350 russe qui a abattu visiblement un missile ukrainien. Donc au niveau stratégique, c'est important de le souligner. La prise de Bakhmut, mhm, voilà, et puis la déclaration de Lavrov à l'ONU, ça fait beaucoup de points à commenter. Et je rajouterai mhm. enfin la déclaration du secrétaire général de l'OTAN qui a affirmé que tant que l'Ukraine serait en guerre, il ne pourrait pas rejoindre l'alliance. Les analystes l'avaient déjà dit il y a très longtemps, c'est-à-dire que les statuts de l'OTAN interdisent à un membre pour lequel il y a une guerre civile sur son sol de pouvoir rejoindre l'OTAN. Donc effectivement, parce que ça déclencherait de facto l'article 3. Et Mhm. donc, pour l'instant, il n'est pas question que l'Ukraine rejoigne l'OTAN en l'état. Alors, est-ce que tu peux nous commenter un peu ces 4-5 points que j'ai donnés dans le désordre? Oui, oui. Oui, parce qu'il nous reste que Alors, 20 minutes, c'est pour ça. effectivement, la Chine et la Russie se retrouvent aussi, encore une fois, pour sceller des accords stratégiques. Leurs accords, ils ont été stratégiques déjà depuis février l'an dernier. Donc là aussi, c'était des accords stratégiques, mais à chaque fois, effectivement, qu'ils se retrouvent, ils étalent et ils renforcent d'autres points dans cet accord stratégique en affirmant que c'est stratégique et que ce n'est absolument pas conjoncturel. Je voudrais dire quand même que la Chine et la Russie échangent en monnaie nationale aussi leurs denrées. Donc le pétrole russe est acheté par les Chinois en yuan, que le gaz russe aussi est acheté par les Chinois en yuan, que aujourd'hui la coopération économique qu'ils sont en train de faire, de créer aussi des applications, je dirais, parallèles à SWIFT, etc., pour un échange aussi, donc pour créer un monde qui s'affranchit du dollar dans les échanges, surtout dans les échanges commerciaux.
avec Mhm. d'autres pays aussi. Je voudrais quand même rappeler que l'Iran, l'Inde font partie de ces pays L'Arabie et Saoudite. qu'aujourd'hui, même l'Arabie Saoudite maintenant, effectivement, accepte les paiements en yuan contre le pétrole, Saoudien. le pétrole saoudien. Donc tout ceci va dans le sens effectivement d'un renforcement de la d'une multipolarisation du monde et d'un détrônement, je dirais, de l'économie, de l'hégémonisme américain sur l'économie mondiale. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, sur le plan politique, il est important aussi de voir, il faut que ça s'accompagne de quelque chose de politique. Le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, qui dit dans son discours qu'il est important quand même que les États-Unis cessent de pratiquer leur hégémonie, que de toute façon qu'ils arrêtent aussi de dévoyer l'ONU de ses missions d'origine et qu'il est important aujourd'hui que les Nations Unies puissent reprendre et regagner leur position pour laquelle ils ont été créés, celle de garant de la paix mondiale et d'intermédiaire, je dirais, visant à résoudre les problèmes de manière pacifique et sauvegarder la paix mondiale. Or, aujourd'hui, les Nations Unies sont en train d'appliquer ou d'être l'écho de la politique, de la volonté et de la politique américaine, et il faudra qu'elle redevienne elle-même. Mhm. Euh, voilà. Alors, à propos de la prise de Bakhmut, parce que c'est vrai que c'est les combats durés depuis des semaines, pour pas dire des mois. Oui. Après la prise de Bakhmut, c'est une opération très importante. Elle est complètement prise et a été, comment dire, déclarée par les positions comment dire, ukrainienne en fait. Hein. C'est les Ukrainiens qui ont dit effectivement Bakhmut est pris, alors que les médias occidentaux ne voulaient pas le reconnaître, etc. La Russie a effectivement bien Bakhmut sous son autorité, que les drapeaux russes ont été hissés sur l'ensemble de la ville. Il faut savoir que c'est une ville qui est très importante, très grande et qui est stratégique en fait. Hein. Alors Voilà. malheureusement, on peut Et préciser aussi qu'elle est, je ne sais pas à quel pourcentage, mais qu'elle est très largement détruite cette ville, malheureusement par les combats. Euh, voilà, c'est une ville martyre. c'est ce que mettent en avant les médias occidentaux, mais je ne suis pas sûr que ce soit acquiescé par les Russes, en Oui, fait. non, 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 tout C'est simplement, ça. c'est les combats, dans un sens comme dans l'autre. C'est à un moment donné, c'est comme la ville d'Alep. On sait très bien qui est Ouais. responsable de la guerre, Mm. d'un côté en Ukraine comme en Syrie. Malheureusement, les combats font toujours des victimes des deux côtés. Et surtout Tout parmi les à fait. civils. C'est juste ça que je voulais souligner. Euh, il y avait également donc la déclaration du secrétaire général de l'OTAN, puisqu'il est question, il y a des pays qui essaient de pousser pour que l'Ukraine intègre ou qu'on fasse la promesse à l'Ukraine qu'elle intégrerait l'OTAN. Le secrétaire général de l'OTAN, qui pourtant plutôt va en guerre, a temporisé ces ardeurs-là en disant qu'il n'était pas question en l'état que l'Ukraine rejoigne l'alliance militaire américaine. De, de toute façon, moi je voudrais dire, en fait, ces déclarations n'ont pas tellement d'importance puisque de facto, l'OTAN est complètement dans la guerre en fait, qui est menée en Ukraine contre la Russie. Tous les pays de l'OTAN participent et aident l'Ukraine. De toute façon, ce n'est un secret pour personne. Donc, c'est une participation qui est réelle, mais sur le plan politique, il faudrait que ce ne soit pas reconnu pour qu'ils ne puissent pas
subir aussi comment dire, des retours de bâton de la Russie dans cette guerre. Donc ils disent qu'ils n'y sont pas. Mais en réalité, il faut savoir quand même que c'est l'OTAN contre la Russie dans cette guerre qui se joue en Ukraine et que le fait que tout le monde livre mais des quantités d'armes, de blindés, de chars, de missiles, etc., de patriotes à l'Ukraine, c'est aussi une guerre, c'est une participation réelle de l'OTAN, mais en réalité, c'est aussi une dette de l'Ukraine vis-à-vis de l'OTAN. Tout à fait. Donc, c'est aussi une manière de soutirer et d'exercer un chantage sur l'Ukraine elle-même pour qu'elle continue cette guerre. Donc là, vassaliser l'Ukraine. Je précise quelque chose que j'ai découvert hier soir, que j'avais peut-être su à l'époque, mais j'avais complètement oublié. Au moment où la France notamment et d'autres pays ont refusé de participer à l'invasion de l'Irak en 2003, organisée par les États-Unis, les États-Unis ont quand même missionné l'OTAN en Irak, et qui a coopéré avec l'Ukraine, justement, a envoyé des bataillons, des régiments de combattants ukrainiens, et de facto, en fait, l'Ukraine coopérait avec l'OTAN depuis 2004. En fait, c'était juste ça que je voulais rappeler, que ça fait bien avant la guerre en Ukraine que l'Ukraine donc participait à des opérations militaires conjointes avec l'OTAN, donc, et de facto une sorte d'auxiliaire. Et ce fameux S-350 russe qui aurait abattu un missile ukrainien, alors tu as des informations là-dessus? Oui, en fait, ça a été prédit effectivement que c'est un S-350 qui a abattu des drones, comment dire, ukrainiens. Mais en fait, le S-350, il les a abattus sans aucune intervention humaine. Donc, c'est plus de l'intelligence artificielle et de la détection de ces drones. En fait, donc là, on franchit un cap, je dirais, dans en fait, dans les armes qui sont utilisées dans cette guerre et qui sont des armes auto-dirigeantes, si on peut dire. Automatiques. Automatiques, oui, c'est ça. Et qui détectent et qui répondent, etc., sans intervention humaine. Donc, complètement programmées, je dirais. Voilà. En général, donc, c'est un point d'inflexion quand même important. Oui, au niveau stratégique, un saut qualitatif, je dirais, important dans les. Voilà. Alors, un point que m'avait fait comprendre un général français, avec lequel j'étais pas forcément d'accord sur son analyse générale, mais lors d'une conférence organisée par l'Académie de géopolitique de Paris, il expliquait qu'en fait en Ukraine, dans la guerre d'Ukraine, ça a été la consécration de deux types d'armements par rapport à leur efficacité. C'était les drones d'un côté, parce que ça coûte pas cher et ça peut détruire des armements qui coûtent très cher en face. Et en plus, ça ne met pas en risque la vie des soldats qui l'utilisent en général, qui manipulent ces drones. Et l'inefficacité des avions. C'est-à-dire que les avions, grâce à l'amélioration des missiles sol-air, les avions sont devenus inopérants au-dessus des lignes ennemies. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein. On parle bien de stratégie militaire. Et le fait de voir que donc ça valorisait les obusiers qui pouvaient tirer à 200-300 km de distance derrière les lignes ennemies. Donc les avions militaires ne survolent plus ou presque plus les lignes ennemies et se contentent de tirer à distance. Donc dans ce contexte-là, avec la valorisation des drones, le fait que des missiles, que des batteries antimissiles S-350 réussissent de manière automatique à abattre des drones, je pense que c'est une information qui a son importance stratégique. Voilà, c'est pour ça que je tenais juste à souligner ce point.
je pense. Est-ce que tu peux nous parler maintenant du conflit au Soudan, avant que cette se termine, puisqu'il Oui, nous reste 5 avant, je minutes. voudrais quand même signaler, Oui. puisqu'on est dans l'Europe aussi, je voudrais signaler qu'il y a eu plusieurs délégations européennes qui sont parties en Syrie. Il y a une délégation qui est une délégation internationale pour la levée des sanctions. Il y a aussi une délégation française de l'association d'amitié France-Syrie qui a été aussi en Syrie. Il y a des délégations européennes aussi donc, qui sont allées visiter aussi la Syrie, notamment une délégation bah, une délégation de, de jeunes d'Italiens Mhm. aussi. Et voilà, donc en fait, hein, pour aller dans le sens où tu disais effectivement que les dirigeants européens ne sont pas soutenus par leur peuple, il y a aussi beaucoup de gens et d'associations des peuples européens qui se solidarisent avec le peuple syrien, avec les peuples arabes aussi, contre cette hégémonie des Américains et contre aussi la, la comment dire, cette violence israélienne contre les Palestiniens. Je voudrais aussi dire qu'il y a beaucoup d'associations et puis de personnes, même des responsables, et puis même aussi des chanteurs, des hommes de lettres, des écrivains qui se solidarisent avec les peuples et qui essayent de lutter contre ces embargos qui sont génocidaires, donc l'embargo contre la Syrie, l'embargo contre le Yémen, aussi complètement génocidaire, et qui continue contre l'Irak aussi. Donc en fait, c'est important de voir que, et ça nous redonne confiance aussi dans les peuples européens, qu'il y a des personnes qui se battent aussi pour des idées de justice internationale. Parmi les artistes, on peut citer Roger Waters du groupe Pink Floyd, Absolument. qui ne manque pas un concert pour marquer sa solidarité avec la Palestine, mais aussi Absolument. qui met l'accent sur le sort de Julian Assange. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de très courageux. Absolument. Absolument. Alors, Alors, le Soudan, j'y vais rapidement, mais le Soudan, pourquoi le Soudan? Alors, il faut savoir que, euh, pardon, le Soudan, c'est un pays très riche, hein, un pays qui représente 53% de, de la, non, une bonne quantité pétrole, de la production de pétrole. C'est une bonne quantité aussi d'or, hein. Beaucoup de métaux précieux comme le nickel, le chrome et comment dire, tous les métaux qui sont nécessaires pour l'industrie nouvelle, high-tech. high-tech, Ce qu'on oui, appelle c'est ça. les terres rares, Le notamment. cobalt, Mhm. donc tous les semi-conducteurs, la silice. Donc, c'est un pays qui est très riche. C'est un pays aussi très riche en eau. Il y a le Nil d'un côté, mais il y a aussi des grandes pluies qui arrivent tout le temps, qui tombent tout le temps. Donc, c'est un pays qui est agricole par excellence et qui est le panier alimentaire qui est du monde. Donc, ça, c'est aussi important à voir. Et puis, c'est un pays qui est entouré de plusieurs pays importants. Enfin, déjà, il a une grande superficie, c'est presque un continent quand même. C'est 1 280 000 mètres carrés, euh, euh, kilomètres carrés, pardon.
C'est un pays, en fait, qui c'est 84 millions d'habitants, 82. Euh, c'est un panier, c'est le panier effectivement c'est un panier alimentaire de l'ensemble du monde. Alors, Et peut-être pas de l'ensemble du monde, mais de la région en tout cas certainement. Et c'est comme tu le oui, soulignais, mais pour le monde aussi, parce que il exporte beaucoup de graines et puis voilà, oui, vas-y. c'est un Pour pays la comme tu, région, voilà, c'est pour un l'Afrique, pays pour moi. mitoyen de l'Égypte, mitoyen de l'Éthiopie, mitoyen Voilà. de Éthiopie, Libye, Libye. Égypte, le Tchad, l'Afrique australe, et Djibouti, l'Érythrée et l'Égypte. Et c'est un pays Hein. convoité par Israël en termes d'influence et de prédation depuis un certain temps déjà. Convoité par tous Isra- les Occidentaux. Je rappelle quand même qu'il y a eu déjà une première scission qui comportait le Soudan du Sud, qui est la partie productrice de pétrole importante, et qui s'est séparé du Soudan et qu'aujourd'hui on veut séparer différentes parties, notamment la partie ouest qui contient les mines d'or. Hein. Mhm. Donc en fait, ça c'est un pays très riche et très important. Et puis là, les deux belligérants, je dirais, les dirigeants qui se partagent, qui se font la guerre, ils étaient tous les deux dans l'État, dans le même gouvernement, qui était contre al-Bashir, qui a fait le coup d'État contre al-Bashir en 2019, lorsqu'il y a eu rapprochement effectivement de al-Bashir avec la Syrie. Donc les deux sont et maintenant les deux se bagarrent. Les deux sont proches d'Israël, les deux sont proches des États-Unis. Ils se font la guerre pour des intérêts personnels, mais en fait, qui fournit les armes et qui pousse l'un et l'autre, il faut voir les États-Unis derrière, puisque c'est un pays qui aussi se trouve, et on ne l'a pas dit, sur les bords de la mer Rouge, hein, donc en face de l'Arabie Saoudite aussi. Et c'est un grand fournisseur de denrées alimentaires à l'Arabie Saoudite. Hein. Et donc, voilà, on voit le fait d'affaiblir le Soudan, et pas seulement de l'affaiblir, de créer diversion dans le Soudan, c'est aussi faire pression sur l'Égypte, sur l'Arabie Saoudite, qui Sur- aujourd'hui essaye de se faire, de s'éloigner de la cape, je dirais, américaine, pour aller dans le sens justement de relations beaucoup plus respectueuse avec la Chine. Je voudrais rappeler quand même que le Soudan a passé nombre important de contrats avec la Chine, qui a construit énormément de ports, de moyens comment dire, de Transport. transport, Mhm. etc. Les Américains, ils essayent par cela de supplanter la Chine ou de sortir la Chine du Soudan par par cette diversion, puisque de toute façon, qui dit manque de sécurité dit stop à toute progression économique et à toute construction économique et développement. Et c'est encore là, aussi du point de vue israélien une tentative d'application du plan d'Eddie Henon qui est de faire des grands États qui entourent Israël, des États Ils font la confettis, guerre. voilà, des petits États morcelés en petits États qui se font la guerre. Ah, tout à Et fait. donc c'est pas la toute première périphérie parce qu'il y a l'Égypte entre Israël, mais c'est quand même la seconde périphérie, le Tout Soudan. à fait. Tout à fait. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à Issar Midani pour toutes ces analyses. Malheureusement, nous arrivons à la fin de ce site rep. Nous n'avons pas le temps de commenter le 27 mai prochain, qui sera les 100 ans, l'anniversaire des 100 ans de Henry Kissinger, qui est un des principaux géopoliticiens d'influence aux États-Unis. Il y aurait Mhm. pourtant beaucoup de choses à dire. Tu m'as parlé longuement d'une interview reliée dans le Challenge et réalisée par The Economist, très intéressante. Et je pense qu'on peut-être qu'on commencera le prochain site rep
par justement des commentaires, des considérations géopolitiques, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui est haut en couleur, qui est à l'origine de plusieurs guerres, mais qui a aujourd'hui, peut-être à l'approche de la mort, un discours moins belliciste. Voilà, donc il est intéressant d'analyser, je pense. Un peu plus en profondeur, en fait, effectivement, même par rapport aux intérêts américains, puisqu'il reconnaît réellement, on peut le dire rapidement, il reconnaît que de toute façon, les États-Unis ne sont pas du tout en état de pouvoir faire encore la guerre, etc., d'une part, et que d'autre part, c'est pas du tout dans leurs intérêts économiques et qu'ils sont aujourd'hui, en fait, sur la voie du recul et qu'il est important qu'ils prennent effectivement conscience de tout ça avant de s'engouffrer dans des situations impossibles qui participent à accélérer plutôt leur recul et leur chute. Eh bien, très bien. Je te remercie pour toutes ces informations et toutes les analyses que tu nous as apportées aujourd'hui. Et je donne rendez-vous aux internautes dans une dizaine de jours. Merci beaucoup et merci à tous les internautes. N'oubliez pas de vous abonner. Tout à fait. Allez, au revoir, Aïssa. Au revoir.